Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans notre journal. Voici les titres de ce 28 septembre. Nos entreprises en région centre dynamiques malgré la crise. Dans 2 mois, c'est la révolution dans les gares. Tous les horaires des trains vont changer. On appelle ça le cadencement et déjà les usagers s'inquiètent. Reportage dans ce journal. Et puis un ex-otage à Tours, le journaliste Hervé Guéquer a rencontré des lycéens qui rêvent d'embrasser cette profession. On commence avec cette étude dévoilée aujourd'hui par l'INSEE. Nos jeunes entreprises ont su tant bien que mal résister à la crise de 2008. En région centre, 7 entreprises sur 10 ont passé le cap des 3 ans. Ce sont des marchés très localisés qui permettent à ces jeunes entreprises d'avoir des reins solides. Seul intrus, la construction, qui reste un domaine malmené par la crise. Romain Delville. La région a subi la crise comme toutes les régions françaises, voire un peu plus dans la mesure où son économie repose en bonne partie sur l'industrie. Ce secteur industriel étant le secteur qui a le plus subi la crise et ses effets sur la production. En région centre, les entreprises créées en 2006 ont un taux de survie de 68% 3 ans plus tard, et celles qui s'en sortent le mieux dépendent de marchés très localisés. Dans l'étude que nous présentons aujourd'hui, qui a été réalisée en partenariat avec le Conseil régional, nous observons la création d'entreprises sur les années 2006 à 2009. Et donc là-dedans, il y a 2008 et 2009 qui sont des années de crise. Et ce que nous observons, c'est que pratiquement dans tous les secteurs d'activité, les jeunes entreprises créées en région centre ont eu un meilleur taux de survie que les entreprises créées à la génération antérieure en région centre et que les jeunes entreprises créées au niveau national pendant la même période. Les plus touchés par la crise de 2008 sont les jeunes entreprises de la construction ainsi que les agences immobilières avec un taux de survie de seulement 55% entre 2006 et 2009. La raison, c'est la crise immobilière qui a suivi la crise financière. Après 3 ans, les entreprises de la génération 2006 totalisent 12 000 emplois. Les services et le commerce en sont mieux sortis, notamment la consommation des ménages aussi a été soutenue notamment par un certain nombre de mesures politiques qui ont permis donc à la consommation de se maintenir et donc aux activités de commerce et de services de mieux s'en sortir et donc les entreprises ont des meilleurs taux de survie dans ces domaines-là. Des domaines qui ont pu profiter un temps des aides à la consommation comme la prime à la casse par exemple, mais comme la consommation des ménages est en nette baisse depuis 2010, tous les secteurs pourraient être touchés, tel un effet domino. Le cadencement est annoncé par la SNCF, un Big Bang selon Guillaume Pépi. Ces nouveaux horaires touchent ainsi toutes les lignes TER de la région centre. 80% des horaires vont être modifiés à compter du 11 décembre. Une question tout d'abord, pourquoi ce cadencement est-il nécessaire? Écoutez Éric Malonka, chef du service commercial et gestion du réseau ferré de France. La nouvelle organisation horaire qui va prendre lieu le 11 décembre 2011 a donc pour premier principe de ranger les différentes familles de trains pour donner plus de lisibilité au niveau des voyageurs et améliorer aussi tous les nœuds de correspondance actuels. Et pourquoi le 11 décembre 2011? Tout simplement, il y a des grands travaux qui sont en cours de réalisation et des mises en service de lignes à grande vitesse comme la ligne de Rhin-Rhône qui nécessitent de revoir toute la méthode de circulation des trains sur certaines lignes. Comme il était nécessaire de y retoucher, autant y retoucher en profondeur. Alors cette nouvelle grille d'horaire provoque un tollé général chez les élus et chez les usagers. Gaël Poulain et Quentin Loubet. À grand renfort d'affiches, la SNCF se prépare à l'arrivée des nouveaux horaires. Car si les cadencements ont été définis conjointement avec Réseau Ferré de France, l'État et les régions, ce sont bien les cheminots qui seront en première ligne pour gérer la crise. Chaque matin jusque fin novembre, des stands d'information seront donc installés dans les principales gares de la région. C'est le quotidien des voyageurs que l'on bouleverse. Donc il s'agit après de voir avec eux, et c'est l'objet de ces stands, de voir avec eux quelle est la meilleure solution par rapport à leurs besoins. Certains découvrent d'ailleurs de nouvelles possibilités qui n'existaient pas avant. Pour certains, ce sont des trains directs alors qu'avant il y avait des changements. Mais pour d'autres, ça sera des trains avec changement alors qu'avant ils avaient des trains directs. Un bouleversement parfois mal vécu par les voyageurs, car avec ce fameux cadencement 10 minutes plus tard ou 10 minutes plus tôt, cela représente aussi un casse-tête en termes d'organisation de vie. À Blois, les réactions sont vives. La municipalité et l'association Blois Paris Illico ne sont pas convaincus par ces nouveaux horaires. Nous attendions tous
une amélioration en effet de la clarté des horaires, dans les horaires, donc ça c'est l'objet même du cadencement, une amélioration en quantité et en qualité des dessertes ferroviaires, et les horaires qui nous sont présentés et proposés eh bien, sont plutôt vécus comme un retour en arrière, voire une dégradation encore de la qualité de service. Dernier espoir pour les usagers, la possibilité de faire remonter leurs observations auprès des différentes autorités. En effet, 5% des nouveaux horaires peuvent encore évoluer. Mais 5%, c'est peu, et la grogne blésoise est loin d'être un cas isolé. D'ici au 11 décembre, des opérations coup de poing pourraient ainsi voir le jour. Et on en vient à cet événement peu banal du méthane retrouvé sous le parking du parc des expositions de Tours. C'est à l'occasion d'un contrôle que des poches de méthane ont été retrouvées. Elles proviennent d'ordures ménagères qui seraient enfouies à cet endroit depuis une quarantaine d'années. Plus d'explications avec Anaïs Michaud. La surprise a été de taille pour les services de GRDF. Ce week-end, ils ont constaté des émanations de gaz au parc des expositions et après vérification, aucune fuite n'a été détectée sur leur réseau. Lundi soir, ils se sont donc attachés, avec l'aide des pompiers, à trouver les sources de ces émanations et à les neutraliser. On a creusé deux puits notamment de ventilation et il s'est avéré qu'aujourd'hui, les émanations de méthane sont revenues à zéro. Mais nous allons faire quand même des études complémentaires avant de rouvrir le parking. Des émanations de méthane, un gaz incolore et inodore qui semble-t-il étaient présents sous le parking depuis des décennies. Le méthane vient donc d'émanations des déchets ménagers qui étaient entreposés là depuis 40 ou 50 ans, même si normalement au bout de 30 ans il ne devrait plus du tout y avoir de ces émanations. Mais bon, après là c'est la nature qui a peut-être joué son rôle. Pour l'heure, le parking est du parc des expositions est donc fermé au public et il le restera 2 ou 3 semaines le temps que des études complémentaires soient menées. Toutefois, si le bureau d'études le juge nécessaire, des travaux seront réalisés afin d'écarter tout risque. Mais quoi qu'il en soit, cela n'aura aucune incidence sur le parc des expositions. Tous les salons programmés devraient être maintenus. Des enfants du monde entier sauvés par l'hôpital Clocheville de Tours grâce à un programme humanitaire mécénat chirurgie cardiaque. L'hôpital a opéré pas moins d'une 50aine d'enfants souffrant du cœur en 3 ans. Une date anniversaire pour ces équipes. Et justement, à la fin de ce journal, nous parlerons plus largement de ce programme humanitaire avec Paul Neuville, chef du service de chirurgie cardiaque pédiatrique. Hier, nous vous parlions du bilan de l'aide exceptionnelle allouée par le Conseil général d'Indre-et-Loire aux agriculteurs victimes de la sécheresse. Il s'agissait bien sûr d'une enveloppe de 200 000 € et non de 20 000 €, comme nous l'avons laissé entendre. Pardon pour cette erreur. Hervé Guéquière promeut la diversité cet après-midi. L'ex-otage retenu en Afghanistan 547 jours est venu prêter main forte à l'association Médias et Diversité, une association créée par un confrère, Dominique Gerbeau, ancien éditorialiste à la Nouvelle République. Une belle rencontre, Julien Gauthier. Ils sont 25 lycéens, ont de 16 à 18 ans, sont pour la plupart en terminale et rêvent de devenir journalistes. Un rêve car pour eux, paraît-il, cela pourrait être plus compliqué. Je pense que j'avais pas cette chance parce que j'étais pas fils de rédacteur en chef ou fils d'universitaire et que j'avais pas toutes les capacités requises. Alors pour ces jeunes tourangeaux issus des milieux ouvriers ou de l'immigration, l'ancien journaliste et militant Reporters sans frontières Dominique Gerbeau a eu l'idée il y a 3 ans d'ouvrir les portes aux écoles de journalisme. Résultat, l'enthousiasme est là. Il n'y a jamais aucun absent parce qu'ils aiment ce métier, parce que rencontrer Hervé Guéquière aujourd'hui, Patrick Poivre d'Arvor demain ou Harry Roselma, qui les respectent, qui leur parlent de leur métier. Pour leur premier cours, Dominique Gerbeau a invité Hervé Guéquière, grand reporter dont le visage n'est plus inconnu depuis que l'on a compté les jours de sa détention en Afghanistan. Un passionné qui exerce depuis 22 ans, dont 547 jours passés enfermé par des talibans et qui pour rien au monde n'a pensé un instant changer de profession. Quel conseil? C'est un grand mot, j'en sais rien. Déjà pas se faire prendre en otage, donc être très prudent sur le terrain, même si nous on l'a été sur les terrains difficiles, il faut être très prudent. Mais je dirais les conseils plus généralement, c'est d'abord la passion, c'est-à-dire qu'il faut travailler avec passion, il faut vraiment avoir envie de faire ce métier, être curieux, avoir un minimum de culture générale, mais surtout ne pas baisser les bras à la première difficulté. En 2 années d'existence, 2 des 50 élèves ayant suivi la formation ont réussi le concours d'entrée en école de journalisme.
C'est peu pour l'instant, mais leur espoir à tous, lui, est énorme, tout comme les conseils gravés dans leur cahier. Et on en vient à cette déclaration de Brice Hortefeux à l'encontre de Jacqueline Gouraud, la sénatrice du MoDem du Loir-et-Cher. Si tu ne votes pas la réforme territoriale, tu ne seras jamais élue sénatrice. Une déclaration qui a été rapportée par le Canard enchaîné alors qu'il était ministre de l'Intérieur. Un mot de sport à présent, le Tour Volleyball rencontre Poitiers ce soir, mais cette fois-ci pas de Supercoupe, seulement un match amical. Le champion de France, Poitvin, accueille le vainqueur de la Coupe de France. Baptisé le derby des champions par les hommes de Pascal Foussard, cette rencontre fera office de présentation d'une nouvelle équipe, et cela à 3 jours de la reprise du championnat. Jérôme Alain. Un nouvel entraîneur, Mauricio Paes, 7 recrues, 7 départs. Le TVB entame une nouvelle ère à l'orée de cette saison. L'objectif avoué est triple. Comme chaque année, signer un doublé Coupe-Championnat et participer au Final Four en Ligue des Champions. Et même si l'effectif vient de se jauger face au gratin européen lors d'un tournoi en Pologne, les automatismes et les derniers réglages sont encore à peaufiner. Au niveau du jeu, bon, on a alterné le bon, on a alterné le moins bon, mais c'est vrai qu'on pêche, comme je vous l'ai dit, par ce manque de collectif. Les joueurs n'ont quasiment pas joué encore ensemble, c'est-à-dire que le premier entraînement, ils vont être tous ensemble, ça sera vendredi soir. Et les Tourangeaux devront être prêts dès ce samedi avec la réception de Lyon à Grenon pour le compte de la première journée de championnat, avant d'enchaîner 4 autres matchs en moins de 2 semaines. On joue tous les 3 jours pendant 5 semaines, ce qui est compliqué physiquement, mais aussi ça fait peu de temps de récupération et peu de temps d'entraînement. Donc c'est ça qu'il faut bien passer pendant 5 semaines. On espère les passer, récupérer nos joueurs avec leur intégrité physique et avancer au fur et à mesure du temps. On va dire que l'équipe va se préparer et se peaufiner en plein match. Il n'y a pas d'autre choix. Le premier galop d'essai ce sera dès ce soir face au champion sortant Poitiers en amical. Il restera ensuite quelques heures d'entraînement aux joueurs de Mauricio Paes pour préparer au mieux la venue samedi à 20h à Grenon du promu lyonnais. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, Paul Neuville sera notre invité de la rédaction. A tout de suite.